à tous, je vous reviens aujourd'hui dans la série de vidéos que j'ai tournée le dimanche, c'est pour ça que je suis absolument pas habillée, mais vous me le pardonnez, j'en suis certaine. Et on part directement pour un update lecture, et le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'Évangile selon Juliette, le tome 1, écrit par Oren Miller et paru aux éditions Bookmark. Oren Miller, j'ai lu Le Tyran des Songes, j'ai trouvé qu'elle avait un humour et une écriture extraordinaire, et donc eh bien, dès que j'ai vu ce livre qui parlait d'anges en plus, vous voyez, chez Bookmark, j'ai carrément foncé sur l'occasion. Donc ici vous allez rencontrer le personnage de Juliette qui n'a quand même pas super beaucoup, extrêmement de chance dans sa vie, puisqu'elle va clamser très bêtement, poussée par son chat. En fait il aime pas, c'est pas de sa faute, mais en tout cas il s'est quand même fait un plaisir de lui faire un croche-patte et elle est passée au-dessus de son balcon, boum, écrasée, morte, fin de l'histoire. Mais non, pas tout à fait, puisqu'il nous fallait un roman, et notre chère Juliette va se réveiller dans un salon de coiffure, entourée d'un être très mystérieux et quelque peu excentrique du nom de Raphaël. Raphaël qui va lui expliquer qu'elle est morte. Mais Juliette se voit bien en chair et en os, donc elle ne comprend pas toute l'histoire. Sauf que certains événements quand même vont lui montrer que non, il y a peut-être vraiment un truc qui va pas. Et de fait, eh bien, il va falloir qu'elle avale la vérité, c'est-à-dire que certaines âmes humaines, quand elles sont arrivées à un certain degré d'élévation, vont devenir des anges. Et c'est ainsi qu'Oren Miller revoit le folklore des anges complètement, puisque vous allez rencontrer des anges qui sont nés comme ça, et d'autres qui sont des humains qui se sont élevés. Ici, pas de religion, puisque finalement les anges et les archanges sont comme une civilisation, comme une espèce à part. Vous n'allez pas y retrouver de côté religieux du tout, mais plutôt, voilà, oui, comme une race à part, et j'ai trouvé ça plutôt bien mené et assez crédible dans les explications. Bon, alors voilà, la jeune femme est bien quelque peu catapultée dans une sorte d'académie où elle doit apprendre à devenir un bon ange, vous voyez, à maîtriser ses pouvoirs. Pas dire qu'elle en chie un petit peu, mais quand même, de toutes les manières, depuis le début, tout se passe un petit peu bizarrement pour elle. On va quand même lui affecter une toute première mission d'entraînement à la base, où elle doit s'occuper et devenir l'ange gardien d'une jeune femme du nom de Nora, qui se retrouve quand même dans des ennuis qu'elle n'avait pas vu venir, et je la comprends, parce que quand même, je peux vous dire qu'elle les a cumulés. Mais évidemment, je ne vous dirai pas ce dont il s'agit. Vous me connaissez assez, je ne vous en dirai pas plus, mais vous savez très bien que si tout s'était super bien passé, il n'y aurait pas de roman. Donc, eh ben, évidemment, ça va merder, Oui, parce que c'est bien d'être un ange, mais il existe aussi des démons, on va dire des anges qui ont un petit peu mal tourné, et puis aussi d'autres qui ne sont pas des anges. Et puis, bon, disons que Nora va se retrouver quand même un petit peu au milieu de tout ça, et qu'affronter des démons quand vous êtes un ange novice n'est pas si facile. J'ai beaucoup aimé dans ce roman le fait que vous n'avez pas vraiment de manichéisme, puisque Nora et ses amis, puisqu'elle est quand même entourée d'une bande d'amis qui la soutiennent quand même bien, du nom de Carrie, Mylène et Sophia, vont se retrouver, bien malgré elles, associées entre guillemets à des démons. Et donc en fait, dans le monde des anges, vous avez une partie qui est réservée aux anges, une partie aux démons, et vous avez une espèce de zone grise pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'appartenir ni à un camp ni à l'autre. Et il faut savoir que la Terre est une zone neutre, que vous n'êtes pas censé aller emmerder. Je veux dire, vous avez juste le droit d'influencer dans un sens ou dans l'autre les êtres humains, mais vous n'avez pas le droit d'y agir physiquement. Dans l'ensemble, j'ai passé une très bonne lecture, même si je pense que j'avais mis la barre excessivement haute, puisque quand vous avez lu Le Tyran des Songes avec la qualité des personnages, je m'attendais un petit peu à retrouver ça. Les personnages sont très bons, mais on n'a pas le même niveau d'humour, on n'a pas quand même le même niveau de personnalité fouillée, et surtout excentrique et hors du commun. Donc c'est un très bon livre, mais par contre c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de comparer à mon autre lecture d'Oren Miller. J'ai préféré mon autre lecture d'Oren Miller. Ceci étant dit, je me suis quand même vachement bien amusée, parce que le mythe, les folklores sont très bien trouvés, franchement, ça c'est très bien fait. Les persos sont moins des persos atypiques, sauf les deux démons que vous allez rencontrer, qui sont eux extra, et vous avez quand même une fois encore la petite patte d'Oren Miller qui fait que des fois vous avez des dialogues qui sont complètement à mourir de rire.
Et puis c'est Oren Miller, donc niveau action, vous vous ennuyez pas quoi, je veux dire ça s'arrête pas, c'est vraiment hyper dynamique. Donc même si ça n'a pas été le même coup de cœur que pour le Tyran des songes, c'est tout de même une lecture que j'ai carrément adorée. Ensuite, je vais faire un tir groupé parce que je les ai lus les uns à la suite des autres pour vous parler de Rebecca Keane 3, 4, 5 et 6. Et bah oui, vous m'avez dit, écoute Sandra, c'est génial, il faut que tu lises, il faut que tu la termines cette série, etc. Bah, moi je vous ai écouté. Bon alors Rebecca Keane, déjà ça faisait quand même un super moment que je ne les avais pas lus et ce que j'ai apprécié c'est que j'ai réussi à me replonger dans le récit très vite, à recoller les morceaux principaux, évidemment pas tous les détails, mais à ne pas être perdue dans ma lecture. Et ça c'était plutôt cool. J'ai été aussi ravie de retrouver ce dynamisme et puis cet univers qui, ma foi, est quand même superbement bien créé. Alors avant de parler de tout le positif de Rebecca Keane, on va quand même parler un petit peu avec les points qui ont fâché un petit peu avec moi. Et le premier point, c'est le personnage de Rebecca Keane herself. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle, j'avais oublié à quel point c'était une héroïne qui était sans cœur. Alors j'aime bien son côté, elle a 27 ans, elle est maman et tout, ça change, c'est plutôt cool, mais sincèrement, elle a vraiment pas de cœur, c'est-à-dire qu'en général les héroïnes sont badass, mais vous vous rendez compte à un moment ou à un autre que malgré elles ont du cœur, alors que là, dans le tome 3, au début, vraiment, il m'a fallu un moment avant de réapprendre à me réattacher à elle parce que des fois, ça peut être une sacrée connasse. Donc en fait, si vous voulez, ça faisait que s'il lui arrivait quelque chose, j'en avais rien à secouer. L'autre problème qui m'a gênée avec elle, c'est que elle a limite trop de pouvoir, ça amène des facilités scénaristiques un petit peu, ça va quand même super loin, elle peut tout faire, on a l'impression que rien l'arrête. Je veux dire, elle se retrouve face à une porte qui est verrouillée, c'est pas grave, elle a le pouvoir de l'ouvrir. Un métamorphe qui est ultra puissant, c'est pas grave, elle a le pouvoir de l'affronter. Une blessure mortelle, c'est pas grave, de toute manière, elle a une entité intérieure super sombre qui va la soigner et la ramener en vie. J'avoue que la série allait pas sans me rappeler certains parallèles avec Anita Blake, qui est l'une des premières séries d'urban fantasy que j'ai lues, où là aussi vous aviez une nana, je crois qu'elle était nécromancienne, mais elle était tueuse de vampires, et en fait au fur et à mesure des tomes, elle devient ultra puissante, mais ça en devient même plus crédible. Et elle avait une relation avec un vampire, etc. Et vous retrouvez quand même ça avec Rebecca Keane. C'est pas forcément le côté de l'histoire que j'ai préféré, je dois l'avouer. Parce que je veux dire, elle est liée à son vampire par la magie, comme Anita Blake, mais elle a quand même des sentiments pour un loup-garou, comme Anita Blake. Bon voilà, je veux dire, il y a un moment, c'est bon, on a fait le tour de ça, donc voilà, honnêtement, personnellement, le personnage de Rebecca Keane est très loin d'être mon personnage préféré d'urban fantasy, même si il y a de l'amélioration dans les tomes suivants. Après, je dois dire qu'il y a une ou deux fois, c'est pareil, il y a eu je suis désolée, il y a eu des paragraphes avec moi, c'est pas passé. Alors je sais, elle s'adresse à une louve-garou, et donc dans son roman, les loups, ils ont besoin de sexe, à un point, machin, machin. N'empêche que sa meilleure amie, son mec la trompe, du coup elle le quitte. Je veux dire, c'est une réaction qui est plutôt saine, et ça se comprend. Mais Rebecca lui reproche de l'avoir quitté en lui disant « Mais tu comprends, ça n'était que un moment d'égarement, etc. » Comment tu peux, quand tu as des bouquins qui vont être lus en majorité par des ados et des jeunes adultes, aller dire ton mec t'a trompé, c'est pas grave, t'es censé lui pardonner. Alors ok, c'est d'urban fantasy, etc. Mais je suis désolée, inconsciemment on transpose ça. On le transpose à nos propres vies personnelles, j'entends. Malgré tout, on a un folklore qui est extraordinaire, on a un scénario qui est extraordinaire, on a un dynamisme qui est extraordinaire, une plume qui est extraordinaire. Du coup, en fait, malgré le fait que j'ai envie de claquer Rebecca Keane, surtout au tome 3, à peu près à toutes les pages, j'étais quand même prise dans le truc et j'ai enchaîné le 4 et le 5 et j'ai beaucoup aimé parce que Rebecca, elle évoluait, on se rendait compte que finalement elle n'était pas aussi sans cœur que ça, en s'éloignant de son clan comme ça, qui lui a quand même pourri la vie, hein, elle veut plus rien avoir avec eux, c'est les pires des salauds, etc. Et on la voit évoluer. Et le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que je dirais qu'il y a certains tomes ou des personnages auxquels on est attaché, on n'a plus trop de nouvelles quoi, ils disparaissent un petit peu de votre champ de vision, ça c'est un petit peu dommage, mais toujours beaucoup d'action, une imagination de dingue, donc ça se lit vite, on est pris dedans, etc. Ça prend les tripes, c'est pas mal, et je vous dis, le fait que son personnage évolue, j'ai adoré. Mais parce qu'évidemment, il y a un mais, vous allez au tome 6 par un retournement de situation. La demoiselle, elle va retrouver son clan Vicaris qui a voulu la tuer, hein, qui l'a cherché pendant des années, elle a dû se planquer, elle a été traquée, mais par un retournement de situation, ça y est, il n'y a plus que son clan qui compte et elle pourrait dézinguer tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est que elle fait passer son clan
avant ses propres amis, des amis qui se sont mis en danger pour la sauver, qui l'ont épaulée malgré son caractère de merde, malgré tous ses défauts. Et là, vous avez l'impression que non, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus que mon clan, donc si je dois vous tuer pour le protéger, je suis désolée, mais c'est pas crédible non plus. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Elle a une mentalité de salope, cette nana, quoi. Du coup, même si 4-5 m'avait vachement... j'étais vachement enthousiaste, vachement contente et tout, et ben le tome 6 m'a super déçue parce qu'on revient dans le perso qui est chiant, qui est nul, qui est méchant, qui est sans cœur et qui n'a pas d'intérêt, parce que vous avez des persos qui se mettent en danger. Je pense à Ali, Baetan, à Raphaël, tout le monde se plie en quatre pour elle, et là juste pour un personnage qui est la faveur du clan, par contre vous la faites chier, je vous tue tous. Non mais sérieux, enfin je sais pas moi, mais ça c'est pas passé du tout. Et puis après, vous retrouvez des situations, alors je sais pas comment ça va se terminer, mais par exemple, vous avez un loup-garou qui est homo, qui est complètement rejeté. Bon bah, ok, mais enfin, il y a un moment, c'est de la littérature qui aussi va toucher les ados et les jeunes adultes, peut-être régler un petit peu le problème. Vous avez deux personnages de deux clans qui s'aiment, mais en fait, ils peuvent pas parce que leurs clans sont différents, on peut pas les mettre ensemble. Et finalement, la jeune gamine, on va la forcer à épouser un mec qui a 2 fois son âge, mais c'est pareil, c'est pas grave. Je sais pas, je trouve... Enfin, vraiment, je suis désolée, mais malgré tout le côté génial et positif du livre, il y a certains trucs que j'ai trouvé super malsains. Donc, pour le bien, un super folklore, un super scénario qui détonne, un dynamisme tout le temps, pas de longueur, tous les autres personnages, quasiment tous les autres persos à part Rebecca sont super bien travaillés, super attachants. J'adore Léo, la fille de Rebecca, parce que elle est badass, mais elle au moins elle a du cœur. Mais je dirais que d'une manière générale, le personnage de Rebecca m'a déçu dans le tome 3 et dans le tome 6, même si dans le 4 et 5 ça allait, et le tome 6, je l'ai trouvé décevant à plein de points de vue. Déjà, je vous ai parlé du personnage. En plus, je suis désolée, mais il reste plein de coquilles dans le bouquin. Je veux dire, j'ai lu, c'est pas une petite maison d'édition. On vous apprend qui est Raphaël vraiment, mais bon, sans vouloir être méchante, on s'en doute depuis je sais pas combien de tomes. Il y a des meurtres qui sont fomentés au tome 6, mais pareil, dès le début, vous savez qui c'est. Simplement parce qu'en fait, on vous a donné limite trop d'indices, quoi, tout de suite, quoi. Mais du coup, bah, j'espère que le tome 7 va remonter le niveau, parce que voilà, honnêtement, au niveau de l'univers et du scénario, ça tient la route, c'est hyper poussé et c'est génial, donc j'espère pouvoir retourner. Donc je suis désolée, je sais que pour beaucoup c'était un très très gros coup de cœur. Pour moi, sur certains côtés j'ai adoré, mais il y a des côtés que j'accepte pas du tout. Dans les réactions de Rebecca, dans sa façon d'être et dans la façon dont elle parle, j'accepte pas, et je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a pas à mettre dans des livres comme ça. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont pas passés avec moi. Donc, une très bonne lecture, mais quand même qui souffre de défauts. Enfin, je vais terminer cette lecture avec un tome 2, qui est un dernier tome, avec le tome 2 de Éona, le collier des dieux, écrit par Alison Goodman et paru aux éditions Gallimard. C'est un livre qui a de l'âge déjà, et Alison Goodman, vous allez plutôt la connaître pour... Je me demande si c'est pas Lady Helen, enfin je vous remettrai la couverture là. J'avais lu le premier tome d'Éona, donc qui s'appelle Éon dans le premier tome il y a un moment, et du coup je l'avais relu afin de pouvoir lire ce deuxième tome. On parle ici d'une fantaisie qui se passe dans un mélange de Japon et de Chine complètement fantasmé, où il y a de la magie liée au dragon, et on va pas se le cacher, l'univers est dinguissime. J'avais reproché un peu au premier tome de nous présenter quelques longueurs par-ci par-là, par des descriptions dont on n'avait pas forcément besoin. Je dois l'admettre, ce tome 2 en souffre beaucoup moins. Non pas qu'il n'en souffre pas, mais tout de même c'est bien mieux. Le seul petit point que je pourrais noter sur ce tome 2, c'est qu'on va retrouver le personnage d'Éona qui va se retrouver dans ce tome aux côtés de l'empereur Kigo. Empereur en fait qui par une série d'événements a perdu son trône. Donc je ne veux pas vous conter l'histoire, mais va essayer de le récupérer et Éona se retrouve à ses côtés. Je ne veux pas vous en dire plus. Et vous avez quand même des fois un petit peu trop de sentimentalisme et de je t'aime moi non plus et je t'aime bien mais je suis empereur. Ça se comprend, hein, je veux dire, mais le mec il est empereur, mais bon voilà, c'est... Je t'aime et je te fais pas confiance. Enfin, c'était peut-être un petit peu trop, c'était peut-être les longueurs que j'ai remarquées dans le tome 2. À part cela...
très bonne lecture. Je veux dire, l'univers, cet univers-là, ce mélange de Japon, Chine, fantasmé avec de la magie liée au dragon, super bien. Après, c'est chez Gallimard Jeunesse. Je suis désolée, mais je vois alors des ados plus âgés qui ont l'habitude de lire, je veux bien, mais des jeunes ados, lire le système de magie qu'elle a créé, je vois pas comment ils peuvent s'y retrouver parce que c'est riche, c'est beau, c'est complexe, c'est peut-être un petit peu quand même complexe pour de jeunes adolescents. J'ai bien aimé ici que l'autrice sache garder de la surprise, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment hein, où on va, on est vraiment obligé de se laisser guider et de toute manière Eona se fait complètement manipuler elle-même, donc c'est plutôt assez sympathique à suivre et c'est quelque chose que j'ai adoré parce que je n'ai pas du tout prévu l'enchaînement des événements. Après on a un personnage qui évolue parce que vous allez voir c'est un personnage qui a qui a un énorme passé, qui a une énorme évolution. Et dans ce Dome 2, Eona se retrouve à avoir beaucoup plus de pouvoir et donc d'importance, de prestance. Et on sent qu'à certains moments, elle devient quand même un peu arrogante. Ça pourrait être très énervant, sauf que on voit aussi qu'elle s'en rend compte et on se dit donc qu'elle va essayer de redresser la barre parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on commence à se dire dis donc ma cocotte, va falloir que tu fasses quelque chose parce que là, faut que tu redescendes un petit peu sur terre. Et j'ai eu peur hein, que ça parte dans un d'un mauvais côté parce que voilà, l'attrait du pouvoir tout simplement qui la travaille un peu, mais on sent quand même que l'autrice va redresser la barre et donc elle a su poser les limites avant que son personnage n'en devienne plus sympathique. Ce que je retiens moi beaucoup de cette série, c'est qu'elle sort énormément des sentiers battus, elle est extrêmement originale. Si vous aimez une fantaisie comme ça qui se retrouve un petit peu dans un Japon, mélange Japon-Chine fantasmé, c'est top. Le système de magie, il est travaillé, il est fouillé, les personnages sont fouillés et complètement atypiques. Je veux dire, vous n'êtes pas en présence d'un roman young adulte typique du genre, avec des personnages qui répondent au code, etc. Les héroïnes, non, ils sont tous humains, ils sont tous mesurés, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, et on va dire que leur position sociale, parce que vous êtes dans un Japon, dans une Chine, Japon féodal, médiéval, leur donne quand même des façons d'agir, des façons d'être et de parler que j'ai trouvé hyper crédibles. Donc sincèrement, vous avez quelques longueurs au niveau des descriptions, etc. Le tome 2, vous avez quelques longueurs sur la relation entre l'empereur qui est un petit peu ambiguë en fait. Malgré tout, la richesse de l'univers, la richesse des personnages, la richesse de la magie fait que c'est une série que j'ai complètement adorée. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.